Imaginez que demain matin, quelque chose que vous n'aviez pas prévu vienne bouleverser vos plans. Une mauvaise nouvelle, une porte qui se ferme, une personne qui vous déçoit, un projet dans lequel vous aviez investi des mois qui échoue, une séparation après des années de vie commune, un changement professionnel que vous n'aviez pas choisi, un parent qui vieillit, ou simplement cette fatigue étrange qui arrive parfois sans prévenir et qui vous fait douter de tout ce que vous étiez pourtant certain de vouloir la veille. Que resterait-il de vous si les circonstances cessaient soudain de coopérer ? C'est probablement l'une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser, parce qu'une grande partie de ce que nous appelons notre force dépend en réalité de conditions que nous ne maîtrisons pas. Nous nous sentons confiants lorsque les choses fonctionnent, calmes lorsque les autres nous respectent, motivés lorsque nous obtenons des résultats, optimistes lorsque l'avenir semble prévisible. Mais ce n'est pas encore de la résilience. La résilience commence lorsque ces appuis deviennent moins solides, lorsque le monde ne répond plus comme prévu et que vous devez découvrir ce qui, en vous, reste debout. Il y a près de 2000 ans, 3 hommes ont consacré une grande partie de leur vie à cette question. L'un était empereur, l'autre avait connu l'esclavage, le troisième avait connu l'exil avant d'être rappelé à Rome, de devenir l'un des hommes les plus proches du pouvoir sous Néron, puis de perdre progressivement son influence et finalement de recevoir de l'empereur l'ordre de se donner la mort. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Leur vie était radicalement différente. Pourtant, ils se rejoignent sur une idée essentielle. La stabilité la plus importante qu'un être humain puisse construire n'est pas celle de son environnement, c'est celle de son jugement et de sa manière d'agir. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir froid, il ne vous demande pas de devenir insensible. Il cherche plutôt à nous apprendre à examiner nos réactions et nos jugements pour que nos émotions ne décident pas seules de notre conduite. Il ne vous demande pas non plus de subir passivement tout ce qui arrive. Il pose une question beaucoup plus exigeante. Lorsque quelque chose vous atteint, qu'est-ce qui vous appartient encore dans la manière d'y répondre ? Voilà la question que nous allons explorer pendant cette heure. Et je vous conseille de rester jusqu'à la dernière partie, parce qu'à la fin, nous ramènerons tout ce que nous aurons vu à 3 questions très simples. 3 questions à utiliser lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, lorsqu'une personne vous provoque, lorsqu'une inquiétude prend toute la place ou lorsque vous sentez que vous êtes sur le point d'abandonner. Mais pour arriver jusque-là, il faut commencer par le principe sur lequel repose une grande partie de la philosophie d'Épictète. La frontière entre ce qui relève réellement de nous et ce qui dépend aussi du monde extérieur. 1. Cessez de combattre sur le mauvais terrain. Épictète commence son manuel par une distinction radicale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Épictète, manuel 1. La phrase paraît simple, mais elle demande une précision importante. Épictète ne dit pas que nous contrôlons matériellement tout ce que nous faisons. Ce qui nous appartient vraiment, selon lui, c'est la manière dont nous jugeons ce qui arrive, l'intention que nous formons et la réponse que nous choisissons d'y apporter. C'est ce qu'il rattache à notre faculté de choix. Autrement dit, nous pouvons gouverner nos jugements, nos intentions et nos efforts. Mais nous ne maîtrisons jamais entièrement les circonstances ni les résultats. Prenons un exemple. Vous préparez un entretien professionnel. Vous pouvez choisir de vous préparer sérieusement. Vous pouvez travailler vos réponses. Vous pouvez être attentif. Vous pouvez décider d'écouter avec soin et de parler avec honnêteté. Mais vous ne maîtrisez pas tout. Vous pouvez tomber malade. Un imprévu peut survenir. Votre interlocuteur peut avoir déjà une préférence. L'entreprise peut changer de stratégie. Et vous ne contrôlez évidemment pas la décision finale. C'est particulièrement difficile à accepter lorsque beaucoup de choses sont en jeu. Imaginez devoir retrouver un emploi après 25 années dans la même entreprise. Vous pouvez faire tout ce qui dépend raisonnablement de vous. Mettre à jour vos compétences, préparer vos entretiens, contacter votre réseau, accepter d'apprendre à nouveau. Mais vous ne pouvez pas contraindre le marché à vous offrir exactement la place que vous souhaitez.
Le stoïcisme ne vous dit pas « ne vous souciez pas du résultat ». Il vous dit « ne confondez pas votre responsabilité avec le résultat ». C'est très différent. Parce que lorsque votre valeur personnelle dépend uniquement de ce qui arrive à l'extérieur, vous devenez l'otage d'éléments qui ne vous obéissent pas. Vous pouvez perdre une négociation et avoir négocié avec honnêteté et compétence. Vous pouvez recevoir un refus et avoir eu le courage d'essayer. Vous pouvez voir un projet échouer tout en ayant pris de bonnes décisions avec les informations dont vous disposiez. Vous pouvez devoir recommencer tard dans votre parcours professionnel sans que tout ce que vous avez construit auparavant soit effacé. C'est ici que commence la résilience. Pas avec cette idée « tout ira bien ». Vous n'en savez rien. Moi non plus. Les stoïciens ne vous promettent pas cela. Ils proposent quelque chose de plus solide. Quoi qu'il arrive, je chercherai ce que je peux encore choisir dans ma manière de penser et d'agir. Essayez cette pratique. Lorsque quelque chose vous inquiète, prenez une feuille. Tracez une ligne au milieu. À gauche, ce qui relève de mon choix. À droite, ce qui ne dépend pas entièrement de moi. À gauche, préparez, demandez de l'aide, examinez mes jugements, faire l'effort qui m'est possible, choisir la manière dont je vais parler ou agir. À droite, la décision d'un autre, le résultat final, les circonstances, le passé, la réaction du monde. Puis regardez où part votre énergie. Nous passons parfois beaucoup de temps à essayer mentalement de modifier la colonne de droite, et trop peu à agir dans celle de gauche. La résilience stoïcienne commence lorsque cette énergie revient au bon endroit. Et cela nous conduit à une deuxième distinction. Car même lorsqu'un événement ne dépend pas de nous, notre esprit ajoute très vite quelque chose à cet événement. Une interprétation. 2. Ne confondez plus le fait et l'histoire que vous racontez sur le fait. Épictète écrit dans le chapitre 5 du manuel que ce ne sont pas simplement les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Marc Aurèle revient sur une idée proche dans ses pensées, au livre 8. La difficulté n'est donc pas seulement ce qui se produit, c'est aussi ce que nous concluons immédiatement à partir de ce qui se produit. Imaginez que vous envoyez un message important. La personne ne répond pas. Voilà le fait. Pas de réponse. Puis votre esprit commence à raconter. Elle m'ignore. J'ai dû dire quelque chose de mal. Cette relation est probablement en train de se terminer. En quelques minutes, un téléphone silencieux devient une histoire complète. Mais une seule chose est certaine. Vous n'avez pas reçu de réponse. Le reste est une interprétation. Peut-être juste, peut-être fausse. Vous ne savez pas encore. Même chose lorsqu'un projet échoue. Le fait, le résultat attendu n'a pas été atteint. L'interprétation, je ne suis plus capable. J'ai laissé passer ma chance. Il est trop tard pour recommencer. Ou encore, si cette relation s'est terminée après 20 ans, alors ces 20 années n'ont servi à rien. Ce sont des conclusions, pas des faits, et elles peuvent faire beaucoup plus de dégâts que l'événement lui-même. Les stoïciens accordaient donc une grande importance à ce premier mouvement de l'esprit. Une impression apparaît, échec, rejet, humiliation, injustice, danger. Et presque immédiatement, nous sommes tentés de croire tout ce qu'elle nous raconte. La pratique consiste à créer une petite distance, pas à nier ce que vous ressentez, simplement à demander qu'est-ce qui s'est réellement produit, qu'est-ce que j'en conclus, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je suppose. Supposons que quelqu'un vous critique. Le fait, une personne a exprimé une opinion négative sur votre travail. Première interprétation, elle a raison, je suis incapable. Deuxième interprétation, elle est jalouse, donc tout ce qu'elle dit est faux. Les deux peuvent être trop rapides. La bonne question est plus simple. Qu'y a-t-il ici de vrai et d'utile ? Peut-être qu'une partie seulement de cette critique est juste. Prenez ce qui est vrai et utile, laissez le reste. Vous n'avez pas besoin d'accepter toute l'interprétation de l'autre pour reconnaître une erreur réelle.
Même chose avec un échec. Vous pouvez dire « cela n'a pas fonctionné », sans ajouter « donc rien ne fonctionnera jamais ». Vous pouvez dire « cette période de ma vie est terminée », sans conclure « donc ce qui vient après sera forcément moins important ». Vous pouvez dire « mon corps change », sans transformer cette réalité en jugement sur votre valeur. C'est cela, distinguer le fait de l'histoire que l'esprit raconte. Avec les années, cette distinction devient particulièrement précieuse, parce que nous disposons de davantage de passé, davantage de comparaisons, davantage d'occasions de nous dire « avant, j'étais comme ceci. J'aurais dû faire cela. Il est trop tard maintenant. » Parfois, le fait est simplement qu'une possibilité s'est fermée. Mais l'esprit ajoute « toutes les possibilités se ferment ». Ce n'est pas la même chose. Une porte fermée est une réalité. Un couloir entier condamné est parfois seulement une interprétation. Alors la prochaine fois qu'une pensée vous frappe avec force, posez-vous cette question. Est-ce un fait ou une conclusion que je suis en train de prendre pour un fait? Cette question ne résout pas tout, mais elle rend à votre jugement un peu d'espace. Et cet espace peut suffire à empêcher une difficulté réelle de devenir une condamnation générale. 3. N'attendez pas la tempête pour réfléchir à votre manière de la traverser. Une erreur fréquente consiste à attendre la crise pour réfléchir à notre manière d'y répondre. Les stoïciens préféraient préparer leur jugement en amont. Marc Aurèle commence le 2e livre de ses Pensées par un exercice remarquable. Au réveil, il se rappelle qu'il rencontrera probablement des personnes difficiles, des ingrats, des arrogants, des individus égoïstes, des personnes avec lesquelles la coopération sera pénible. Pourquoi commencer sa journée ainsi? Pour devenir pessimiste? Non. Pour ne pas être surpris que la vie comporte des contrariétés. Une grande part de notre colère naît de cette phrase invisible. Cela ne devrait pas arriver. Le client ne devrait pas changer d'avis. Mon ordinateur ne devrait pas tomber en panne. Mon enfant adulte devrait comprendre mon point de vue. Mes parents ne devraient pas perdre leur autonomie. Mon corps devrait fonctionner comme il y a 15 ans. Les projets devraient suivre le plan. La vie devrait respecter le scénario. Mais qui nous a promis cela? Personne. La préparation stoïcienne consiste à retirer ce faux contrat. Demain, quelqu'un peut me décevoir. Un imprévu peut modifier ma journée. Je peux être moins en forme que prévu. Une décision peut m'échapper. Une personne que j'aime peut avoir besoin de moi au moment où j'avais prévu autre chose. Et si cela arrive, je ne serai pas surpris que la vie ressemble à la vie. Ce n'est pas « tout va mal se passer », c'est « tout n'est pas obligé de bien se passer pour que je puisse essayer de bien agir ». Sénèque allait encore plus loin. Dans sa lettre 18, il conseille à Lucidius de vivre parfois très simplement pendant quelques jours et de se demander, en substance, « est-ce donc cela que je craignais ?» Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, il s'agit d'examiner notre dépendance au confort, de vérifier si certaines choses que nous redoutons ne sont pas moins terribles que l'image que nous en avons construite. Cela ne signifie évidemment pas que s'imposer de petites difficultés vous rendra invulnérable. La résilience dépend aussi des circonstances, de nos ressources et du soutien que nous recevons. Mais l'intuition de Sénèque reste utile. Ne considérez pas chaque inconfort comme quelque chose qui doit disparaître immédiatement. Une attente, un effort, un moment d'ennui, une frustration légère, une tâche difficile, une envie à laquelle vous ne cédez pas tout de suite. Parfois, vous pouvez simplement rester là quelques instants et constater « c'est désagréable, mais supportable ». Vous pouvez finir une tâche avant de consulter votre téléphone. Accepter une courte attente sans chercher immédiatement une distraction. Faire ce que vous aviez prévu alors que votre motivation est moyenne.
dire une vérité avec calme alors qu'une excuse serait plus confortable. Pas pour devenir dur, pas pour vous prouver quoi que ce soit, simplement pour ne pas faire du confort une condition obligatoire de votre action. La question est-ce que mon besoin de supprimer immédiatement toute contrariété dirige parfois ma vie à ma place? Et si la réponse est oui, vous pouvez parfois essayer autre chose. Pas une épreuve héroïque, une petite résistance, un peu plus de patience, un peu moins de réaction automatique. C'est souvent là que commence la pratique. Et maintenant vient une idée encore plus profonde, car les stoïciens ne voulaient pas seulement supporter les obstacles, ils voulaient apprendre à en faire une matière pour le caractère. 4. L'obstacle peut devenir une matière. Dans le livre 5 de ses pensées, Marc Aurèle écrit que l'esprit peut transformer ce qui gêne son action en quelque chose qui sert cette action. Cette idée est devenue célèbre, mais elle est souvent simplifiée à l'excès. On entend parfois « chaque problème est une opportunité ». Ce n'est pas ce que dit réellement le stoïcisme. Certaines pertes restent des pertes. Certaines blessures ne cachent aucun cadeau. Certaines épreuves sont simplement pénibles, injustes ou profondément indésirables. Mais même dans ces situations, une possibilité demeure. Vous pouvez encore choisir d'y répondre avec courage, justice, lucidité ou maîtrise de vous-même. Voilà le point essentiel. Pour les stoïciens, le vrai bien moral se trouve dans la vertu et le vrai mal dans le vice. La maladie, la perte, la douleur ou l'échec appartiennent à une autre catégorie. Ce sont évidemment des situations que nous préférons éviter, mais elles ne déterminent pas à elles seules notre valeur morale. C'est dans ce sens que les stoïciens parlaient de choses préférables ou non préférables. Nous préférons naturellement la santé à la maladie, la sécurité au danger, la réussite à l'échec, la présence d'un être aimé à sa perte. Mais vous pouvez être malade sans être moralement diminué. Vous pouvez perdre un poste sans perdre votre dignité. Vous pouvez traverser un divorce sans devenir un être humain inférieur. Vous pouvez voir certaines possibilités se fermer sans que votre caractère soit détruit. L'événement n'est donc pas automatiquement une occasion merveilleuse. Il devient une matière à laquelle votre caractère doit répondre. Une injustice peut devenir un terrain pour exercer le courage. Une provocation, la maîtrise de soi. Une attente, la patience. Un échec, l'humilité. Une période d'incertitude, la lucidité. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi après 20 ou 30 ans dans la même entreprise. Il ne sert à rien de lui dire « quelle formidable opportunité ». Ce serait presque insultant. La perte peut être réelle, la peur aussi. Mais une autre question peut apparaître. Maintenant que cela est arrivé, quelle qualité cette situation exige-t-elle de moi ? Peut-être le courage d'apprendre à nouveau. Peut-être l'humilité d'accepter de ne plus être expert partout. Peut-être la patience de recommencer autrement qu'autrefois. Peut-être la capacité de demander de l'aide. L'obstacle ne devient pas bon, mais votre réponse peut être bonne. Lorsque quelque chose vous bloque, posez 3 questions. Qu'est-ce que cet obstacle m'empêche réellement de faire ? Puis, qu'est-ce qu'il ne m'empêche pas encore de faire ? Et enfin, quelle qualité puis-je essayer d'exercer dans cette situation ? Le problème ne disparaît pas, mais votre position face au problème change. Vous passez de « pourquoi cela m'arrive-t-il » à « que puis-je encore faire avec ce qui est arrivé ?» Vous n'êtes pas maître de tout. Vous restez participant à la réponse. Et cette différence est immense. Si vous traversez actuellement une période difficile, ne cherchez pas immédiatement une grande leçon. Demandez simplement « quel est le prochain mouvement utile qui reste à ma portée ?» Un appel, une page,
une conversation, une demande d'aide, une décision, une limite, une heure de repos, un pas. La résilience est souvent beaucoup moins spectaculaire que ce que nous imaginons. Ce n'est pas quelqu'un debout au milieu d'une tempête en criant qu'il est invincible. C'est quelqu'un qui, après avoir été déstabilisé, cherche la prochaine chose juste, puis la suivante, et encore la suivante. Si vous voulez retenir une phrase de cette partie, retenez celle-ci. Ne demandez pas seulement comment sortir de cette difficulté. Demandez aussi quelle qualité puis-je exercer en la traversant. 5. Ne donnez pas à une provocation le pouvoir de décider qui vous devenez. Marc Aurèle écrit dans le livre 6 de ses pensées « La meilleure manière de se venger est de ne pas devenir semblable à celui qui vous a fait du tort. » Il y a là quelque chose d'extraordinairement exigeant. Parce que lorsqu'une personne vous manque de respect, votre première envie n'est généralement pas de philosopher. Votre corps réagit, vous sentez la tension, une réponse apparaît, vous voulez corriger, prouver, rendre ce que vous venez de recevoir. Et parfois, vous savez très bien quel mot pourrait faire mal. La question stoïcienne n'est pas « pouvez-vous gagner cet échange ?» La question est « combien allez-vous payer intérieurement pour gagner ?» Parce qu'il existe des victoires qui vous diminuent. Vous remportez la dispute, mais vous avez parlé d'une manière que vous regrettez. Vous avez eu le dernier mot, mais vous avez laissé votre colère diriger le reste de la journée. Vous avez voulu montrer votre force, et c'est pourtant l'autre qui a déterminé votre comportement. Voilà le paradoxe. Lorsque quelqu'un peut, par une simple phrase, vous faire agir contre vos propres valeurs, qui dirige réellement la scène ? La maîtrise de soi consiste parfois à refuser ce transfert. Cela ne veut pas dire tout accepter. Vous pouvez dire non, poser une limite, partir, répondre fermement, mettre fin à une relation, contester une injustice. Mais vous pouvez essayer de le faire parce que cela est nécessaire et non simplement parce que vous voulez infliger en retour ce que vous avez reçu. Cette différence compte. Voici un exercice très concret. Quand quelqu'un vous provoque, créez un délai lorsque c'est possible. 10 secondes, 1 minute, 1 heure. Pas pour fuir, pour rendre la décision à votre jugement. Demandez « Quelle réponse me donnera encore du respect pour moi-même demain matin ?» La colère veut gagner les 10 prochaines secondes. La sagesse pense au lendemain. Et parfois, la critique est vraie. Voilà l'une des situations les plus difficiles pour l'ego. Quelqu'un parle maladroitement, mais touche malgré tout quelque chose de réel. Notre réflexe est alors de tout rejeter à cause de la manière dont la critique a été formulée. Le stoïcien essaie de séparer les deux. La forme est mauvaise, très bien. Mais le contenu contient-il une vérité ? Si oui, prenez-la. Une vérité reste utile même lorsqu'elle arrive dans un emballage médiocre. Et si la critique est fausse, alors elle ne mérite peut-être pas l'énergie que vous êtes sur le point de lui donner. Si quelqu'un affirmait que vous mesurez 3,50 m, vous ne passeriez pas 3 jours à vous défendre. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est faux. Lorsque certaines opinions nous atteignent profondément, il peut donc être utile de nous demander « Pourquoi cette opinion a-t-elle autant de pouvoir sur moi ?» Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Marc Aurèle vivait au milieu des rivalités, des intérêts politiques et des conflits. Dans ses notes privées, il revient pourtant sans cesse à cette exigence, ne pas laisser le comportement des autres dégrader le sien. Voilà une définition forte de la dignité. La dignité n'est pas obtenir le respect de tout le monde, c'est rester capable de se respecter soi-même lorsqu'un autre nous donne une raison de faire le contraire. 6. Votre intégrité doit coûter plus cher que l'approbation. Marc Aurèle écrit dans le livre 12 « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Pensez 12, 17. 2 règles, très simples à comprendre, beaucoup plus difficiles à vivre. Parce que les compromis avec soi-même n'arrivent pas toujours sous une forme spectaculaire.
Il ressemble souvent à ceci. Ce n'est pas très grave. Tout le monde le fait. Je corrigerai plus tard. Pour cette fois seulement. Et parfois, le compromis semble même fonctionner à court terme. Vous évitez une conversation difficile, vous obtenez l'approbation, vous protégez votre image, vous ne décevez personne. Mais si vous répétez trop souvent ce mécanisme, une chose finit par s'abîmer, la confiance que vous accordez à votre propre parole. Supposons que vous vous promettiez régulièrement quelque chose et que vous ne le fassiez jamais. Au bout d'un moment, lorsque vous dites « demain je commence », vous ne vous croyez plus vraiment. À l'inverse, lorsque vous tenez des promesses réalistes, vous construisez progressivement une autre expérience de vous-même. Vous dites que vous allez appeler quelqu'un. Vous appelez. Vous reconnaissez une erreur au lieu de la dissimuler. Vous dites la vérité alors qu'un mensonge serait plus confortable. Vous faites une démarche difficile malgré la peur. Vous refusez une approbation qui vous obligerait à agir contre vos valeurs. Voilà quelque chose de très concret. La confiance en soi ne se construit pas seulement avec ce que l'on pense de soi. Elle se construit aussi par l'expérience répétée de pouvoir faire confiance à sa propre parole. Et cela devient plus visible à mesure que les années passent. Parce que vous avez accumulé des réussites, des erreurs, des renoncements, des décisions dont vous êtes fier et d'autres que vous auriez préféré prendre autrement. Vous ne pouvez pas modifier ce passé, mais vous pouvez encore décider du poids que votre parole aura aujourd'hui. L'approbation des autres, elle, reste instable. Aujourd'hui, on vous félicite. Demain, on vous critique. Après-demain, on est passé à autre chose. Si cette approbation devient votre boussole, vos décisions finissent par appartenir à ceux qui distribuent les applaudissements. La question n'est donc pas « tout le monde approuve-t-il ce choix ?» mais « est-ce que je peux encore me respecter après l'avoir fait ?» Cela ne garantit pas que vous avez raison. Vous pouvez vous tromper. L'intégrité n'est pas l'infaillibilité. Elle consiste à essayer d'aligner ce que vous jugez juste, ce que vous dites et ce que vous faites, puis à corriger lorsque vous découvrez votre erreur. Marc Aurèle écrit ailleurs qu'il faut cesser de discuter sans fin de ce que devrait être un homme bon, et le devenir. À un moment donné, la philosophie doit entrer dans la vie réelle, dans votre manière de parler, dans votre travail, dans la manière dont vous traitez vos proches, dans ce que vous faites lorsque personne ne regarde. C'est là qu'elle commence à compter. 7. Ne payez pas 2 fois pour une douleur. Sénèque écrit dans sa lettre 13 « Il y a plus de choses qui nous effraient que de choses qui nous écrasent. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Ici, le sujet n'est plus l'interprétation d'un événement déjà arrivé. Le sujet est ce qui se passe avant, l'anticipation. Une conversation difficile est prévue vendredi. Nous commençons à la vivre lundi, puis mardi, puis mercredi. Nous imaginons les réponses, les reproches, le pire scénario. Et lorsque vendredi arrive, nous avons parfois déjà vécu intérieurement la scène des dizaines de fois. C'est là qu'il faut distinguer 2 choses, se préparer et ruminer. Se préparer produit quelque chose. Vous rassemblez des informations, vous prévoyez une solution, vous passez un appel, vous préparez une conversation, vous organisez vos finances, vous prenez un rendez-vous. La rumination, elle, rejoue, encore et encore, sans nouvelle information, sans nouvelle décision, sans nouvelle action. Nous pouvons parfois avoir l'impression qu'en anticipant suffisamment la douleur, nous serons mieux préparés ou que nous pourrons empêcher le problème de se produire. Mais il arrive un moment où l'anticipation n'est plus une préparation. Elle devient simplement une souffrance supplémentaire. Alors retenez cette phrase. Ne payez pas une douleur avant qu'elle soit due. Cela ne veut pas dire vivre dans le déni. Si vous approchez de la retraite et que vos finances vous inquiètent, regardez les chiffres. Si votre travail semble menacé, préparez des options.
Si un proche vieillit et qu'il faudra bientôt prendre certaines décisions, parlez-en. Si un problème médical existe, consultez. La préparation est une forme de responsabilité. Mais une fois l'action utile accomplie, continuer à rejouer le pire scénario ne vous rend pas forcément plus prêt. Cela peut simplement vous épuiser. Posez-vous donc cette question. Y a-t-il quelque chose de concret que je puisse faire à ce sujet maintenant ? Si oui, faites-le, même petit. Sinon, essayez de revenir à ce qui est réellement devant vous. Imaginez quelqu'un qui craint de perdre son emploi après de nombreuses années au même endroit. Il peut actualiser son CV, contacter des personnes, examiner ses finances, regarder quelles compétences il pourrait renforcer. Ce sont des actions. Mais imaginer chaque soir pendant 3 heures toutes les conséquences possibles d'un licenciement, ce n'est plus préparer. C'est vivre plusieurs fois une difficulté qui n'est peut-être même pas encore arrivée. La sérénité n'est pas l'indifférence. Elle peut être la conséquence d'une pensée mieux organisée. Préparez ce qui peut l'être, puis ne demandez pas à votre imagination de résoudre ce qu'elle ne peut pas résoudre. Parce que chaque heure donnée inutilement à demain est une heure retirée à aujourd'hui. 8. Protégez votre temps comme vous protégeriez votre vie. Sénèque ouvre son traité de la brièveté de la vie par une idée devenue célèbre. Ce n'est pas que nous disposions de trop peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Imaginez que quelqu'un vous demande 50 €. Vous allez probablement demander pourquoi. 100 €? Vous réfléchirez davantage. Mais quelqu'un peut prendre 40 minutes de votre journée, et vous les donner parfois sans même vous en rendre compte. Une application peut prendre 1 heure, une polémique peut prendre une soirée, une inquiétude peut prendre une semaine, une rancune peut prendre des années. Le temps perdu disparaît sans reçu. C'est ce qui le rend si facile à gaspiller. Sénèque observe que les hommes défendent leur propriété avec acharnement, mais permettent facilement aux autres d'occuper leur temps. 2000 ans plus tard, cette remarque semble presque écrite pour nous. Notifications, messages, vidéos, actualités, comparaisons, opinions, urgence des autres. Votre attention est sollicitée en permanence. Alors posez une question simple. Qui décide de ce à quoi vous donnez votre temps et votre attention ? Vous ou ce qui se présente à vous ? Avec les années, le temps cesse souvent d'être une idée abstraite. Il devient plus concret. Vous voyez peut-être vos enfants construire leur propre vie. Vos parents vieillissent. Votre carrière entre dans une autre période. Certains projets peuvent encore commencer. D'autres demandent maintenant une décision. Vous comprenez que « plus tard » n'est pas une réserve sans fond. Ce constat n'a rien de déprimant. Il peut au contraire rendre vos priorités plus nettes. Certaines choses méritent votre temps, d'autres beaucoup moins. Une dispute sur Internet, une comparaison avec quelqu'un que vous connaissez à peine, la volonté d'avoir le dernier mot dans une histoire terminée depuis des années, une obligation que vous continuez d'accepter uniquement par habitude, un ressentiment qui ne change plus rien à la situation. Marc Aurèle, dans le livre 2 de ses pensées, se rappelle qu'il pourrait quitter la vie à tout moment et qu'il doit donc régler ses actes et ses pensées en conséquence. Ce n'est pas une obsession morbide, c'est une méthode de clarification. Si votre temps est limité, qu'est-ce qui mérite encore une place importante dans vos journées ? Et qu'est-ce qui n'en mérite plus autant ? Demandez-vous, si je continue à vivre mes semaines comme je les vis actuellement, où cette trajectoire m'emmène-t-elle ? Pas où vous aimeriez aller, où vos journées vous emmènent réellement. Vous pouvez vouloir être proche de vos enfants adultes. Ce qui compte est la qualité des moments que vous partagez réellement. Vous pouvez vouloir écrire, apprendre, voyager, transmettre. Ce qui compte est la place que ces choses occupent dans votre calendrier. Vous pouvez vouloir vivre plus calmement. Ce qui compte est aussi ce à quoi vous continuez de donner votre attention. La philosophie stoïcienne revient sans cesse à l'action présente, parce que le présent est le seul endroit où votre temps peut encore être utilisé. Et c'est aussi le seul endroit où l'on peut revenir après s'être éloigné de ce qui compte. 9. Une chute n'est pas une identité. Il existe une manière très dure de parler de nos erreurs. J'ai encore abandonné, devient je suis quelqu'un qui abandonne. J'ai mal réagi, devient je ne changerai jamais. Je n'ai pas tenu cette habitude, devient je n'ai aucune discipline. Un comportement devient une identité, et dès qu'il devient une identité, le retour devient beaucoup plus difficile. Marc Aurèle n'écrit pas ses pensées comme un homme qui aurait atteint une perfection morale définitive. Au contraire, il se rappelle constamment les mêmes choses. Se lever,
rester patient, ne pas se laisser distraire, faire son devoir, ne pas rechercher inutilement la gloire. Pourquoi revenir au même principe ? Parce que lui aussi devait recommencer. Nous ne lisons pas les notes privées d'un homme qui n'avait plus besoin de philosophie. Nous lisons les rappels d'un homme qui devait lui aussi revenir, encore et encore, aux principes qu'il voulait mettre en pratique. C'est peut-être l'une des choses les plus rassurantes dans ces textes. Vous n'avez pas échoué simplement parce que vous devez encore vous rappeler ce que vous savez déjà. Savoir et devenir sont deux choses différentes. Vous comprenez une idée, vous l'oubliez. La vie vous teste, vous réagissez mal, puis vous vous en apercevez, et vous revenez. Avec les années, ce retour devient peut-être même plus important que l'idée de perfection. Parce que nous avons tous derrière nous des décisions que nous ne pouvons plus modifier. Un choix professionnel, une parole, une relation, une occasion manquée. La vraie question n'est plus « comment faire comme si cela n'avait jamais existé ?» Elle devient « quel est le prochain choix disponible ?» Imaginez deux personnes qui abandonnent une habitude un mercredi. La première dit « c'est fichu, je reprendrai lundi ». Le mercredi devient jeudi, puis le week-end, puis plusieurs semaines. La seconde dit « j'ai raté aujourd'hui, je reprends au prochain choix disponible ». Même erreur, trajectoire différente. La résilience ne signifie pas ne jamais quitter la trajectoire. Elle consiste souvent à réduire le temps entre la chute et le retour. Vous n'avez pas besoin du 1er janvier, d'un grand discours, d'une nouvelle identité. Vous avez besoin du prochain choix disponible, le prochain repas, la prochaine page, la prochaine conversation, le prochain appel, le prochain réveil, le prochain non, le prochain oui. On ne reconstruit pas une vie en un soir, mais une vie peut changer de direction en un choix, puis un autre, et encore un autre. Lorsque vous avez déjà dû recommencer plusieurs fois dans votre vie, vous savez quelque chose d'important. Un nouveau départ n'a pas forcément l'apparence d'un grand commencement. Parfois, il ressemble simplement à une décision tranquille prise un mardi ordinaire. Vous avez l'expérience du retour, et cette expérience compte. 10. Accepter le réel ne signifie pas l'approuver. Nous arrivons maintenant à une idée qui est souvent mal comprise. Épictète écrit au chapitre 8 du manuel « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie suivra son cours avec sérénité. » À première écoute, cela peut sembler passif. Alors quoi ? Il faudrait aimer l'injustice ? Accepter toutes les situations ? Ne rien changer ? Non. Il faut distinguer deux choses. Reconnaître ce qui est déjà réel, puis décider de ce que vous allez faire à partir de cette réalité. Nous mélangeons souvent les deux. Quelque chose arrive, et avant même d'agir, nous dépensons une énergie considérable à protester intérieurement contre le fait que cela soit arrivé. Ce n'est pas possible. Cela ne devait pas se terminer ainsi. Après toutes ces années, je ne devrais pas avoir à recommencer. Mon corps ne devrait pas changer aussi vite. Mes enfants ne devraient pas avoir autant besoin de leur propre vie. Mes parents ne devraient pas devenir dépendants. J'aurais dû comprendre plus tôt. Toutes ces phrases ont quelque chose d'humain, mais aucune ne modifie ce qui est déjà arrivé. Accepter le réel signifie simplement « voilà la situation telle qu'elle est maintenant ». Pas « j'aime cette situation ». Pas « elle est juste ». Pas « je vais la laisser continuer ». Simplement, elle existe. Une séparation après 25 ans peut être réelle sans que vous l'ayez voulu. Une maladie peut être là sans que vous l'approuviez. Une injustice peut avoir eu lieu sans que vous renonciez à la contester. Une carrière peut se terminer plus tôt que prévu sans que tout ce que vous avez appris disparaisse avec elle. Vos enfants peuvent devenir adultes sans que votre rôle dans leur vie devienne inutile. Votre corps peut changer sans que votre dignité diminue. Une époque peut être terminée. Et parfois, c'est précisément cela qui est difficile. Pas seulement perdre une chose, mais comprendre qu'une version entière de la vie ne reviendra pas. Le poste que vous occupiez, la maison familiale telle qu'elle était lorsque les enfants y vivaient encore, le couple tel qu'il existait 20 ans plus tôt, la force physique que vous aviez autrefois, un parent encore parfaitement autonome.
Certaines réalités ne peuvent pas être négociées avec le passé. À un moment donné, la seule question utile devient « c'est arrivé. Maintenant, que faisons-nous » Cette phrase n'efface rien, elle ne banalise rien. Elle remet simplement le verbe au présent. Imaginez un joueur d'échecs. Il aurait préféré ne pas perdre sa reine, mais elle est prise. Il peut passer les 10 prochains tours à penser « cela ne devait pas arriver » ou regarder l'échiquier tel qu'il est. La deuxième attitude ne signifie pas qu'il aime sa position. Elle signifie qu'il accepte enfin de jouer à partir de la position réelle. C'est cela, l'acceptation stoïcienne. Non pas renoncer à agir, renoncer à demander au passé de devenir autre chose que ce qu'il est. Et il existe une forme profonde de résilience là-dedans. Continuez à chercher une manière digne de vivre sans exiger que la réalité vous restitue tout ce qu'elle vous a pris. Cela prend parfois du temps, beaucoup de temps. Mais une existence peut continuer à avoir du sens, même lorsqu'une époque importante est terminée. Certaines possibilités se ferment, d'autres restent ouvertes, et nous ne voyons pas toujours immédiatement lesquelles. Il faut parfois accepter de ne plus vivre exactement la vie que l'on avait prévue, pour commencer à regarder celle qui est encore possible. 11. Souvenez-vous que tout peut changer. Nous avons une tendance naturelle à vivre comme si ce que nous possédons devait continuer à exister. Notre situation, notre corps, nos relations, notre statut, nos habitudes, nos proches. Puis le changement arrive, et nous avons l'impression que la réalité a violé une règle. Mais cette permanence ne nous avait jamais été promise. Marc Aurèle revient constamment à cette idée. Les générations passent, les réputations disparaissent, les corps changent, les villes changent, les puissants et les inconnus finissent au même endroit. Ce rappel pourrait sembler sombre, mais son but n'est pas de nous faire penser sans cesse à ce que nous allons perdre. Il peut au contraire nous apprendre à mieux voir ce qui est encore là. Vous êtes avec une personne que vous aimez, vous savez que ce moment ne sera pas éternel. Alors vous êtes davantage là, vous écoutez vraiment. Vous posez peut-être votre téléphone, vous dites ce qui mérite d'être dit. Vous cessez de croire que vous aurez toujours une autre occasion. Vous rendez visite à un parent vieillissant. La conversation ressemble peut-être à 100 d'autres conversations, mais vous savez désormais que précisément parce qu'elle est ordinaire, vous pourriez ne pas en mesurer immédiatement la valeur. La conscience de l'impermanence rend visible des choses que l'habitude nous cachait. Voilà le rôle utile de cette méditation stoïcienne sur la mort. Pas « tu vas mourir, donc tout est inutile », mais presque l'inverse. Tu vas mourir, donc cesse de traiter ta vie comme quelque chose de sans valeur. Ce qui est temporaire n'est pas sans valeur. Très souvent, c'est précisément parce qu'une chose ne durera pas toujours qu'elle mérite notre présence. Un repas avec quelqu'un, une promenade que votre corps vous permet encore de faire, une maison qui réunit encore toute une famille, un ami que vous pouvez encore appeler, une saison de votre existence qui ne reviendra pas sous la même forme. Le changement peut faire souffrir, mais vous pouvez souffrir du changement sans ajouter à cette souffrance l'idée qu'il n'aurait jamais dû arriver. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un tout en sachant qu'aucun être humain ne vous appartient pour toujours. Vous pouvez être fier de votre carrière tout en sachant qu'elle n'est pas toute votre identité. Vous pouvez apprécier votre santé sans croire qu'elle vous est garantie. Vous pouvez aimer une période de votre vie sans exiger qu'elle dure éternellement. Alors posez-vous peut-être cette question. Qu'est-ce qui est encore présent dans votre vie aujourd'hui, mais que l'habitude vous empêche presque de voir? Une personne? Votre santé actuelle? Un parent, une amitié, votre indépendance, un lieu familier? Ne répondez pas avec culpabilité, répondez avec présence. Le but n'est pas d'avoir peur de perdre, c'est de mieux aimer ce qui est encore là. Parce qu'il existe une manière étrange de perdre les choses avant de les perdre réellement. Ne jamais être présent lorsqu'on les possède. Et maintenant, il reste une dernière étape. Ramener toute cette philosophie à quelque chose de suffisamment simple pour être utilisé lorsqu'une vraie difficulté arrive. 3 questions. 12. Le protocole stoïcien des 3 questions. Imaginez la prochaine difficulté. Vous ouvrez un message. Votre ventre se serre. Vous recevez une nouvelle que vous ne vouliez pas entendre. Une personne vous parle avec mépris. Un projet auquel vous teniez s'effondre. Ou vous comprenez soudain qu'une situation ne reviendra pas en arrière. À cet instant, ne cherchez pas à vous souvenir de toute cette vidéo. Souvenez-vous simplement de 3 questions. Première question.
Qu'est-ce qui relève encore de mon choix maintenant? Pas hier, pas demain, maintenant. Puis-je examiner la première interprétation qui me vient? Oui. Puis-je éviter de répondre sous le coup de l'impulsion? Souvent, oui. Puis-je décider de l'intention avec laquelle je vais parler ou agir? Oui. Puis-je faire un effort raisonnable dans les circonstances présentes? Oui. Le comportement de l'autre? Non. Ce qui est déjà arrivé? Non. Le résultat final? Pas entièrement. Cette première question vous ramène à votre responsabilité réelle. Puis, deuxième question. Qu'est-ce que mon esprit est en train d'ajouter? Le fait, puis l'histoire. Séparez-les. J'ai reçu un refus. Fait. Il n'y aura plus jamais d'autre possibilité. Interprétation. Cette relation est terminée. Fait. Donc toute cette partie de ma vie était inutile. Interprétation. J'ai commis une erreur. Fait. Je suis un échec. Interprétation. Vous n'êtes pas obligé de croire immédiatement chaque conclusion qui apparaît sous le choc. Puis arrive la troisième question. Troisième question. Quelle réponse me permettra encore de me respecter demain? Pas « qu'est-ce qui va me soulager dans les 10 prochaines secondes ?» Pas « comment avoir le dernier mot ?» Pas « comment sauver les apparences ?» Mais « quelle réponse me permettra encore de me respecter demain ?» Parfois ce sera parler, parfois vous taire, parfois partir, parfois reconnaître votre erreur, parfois recommencer, parfois dire non, parfois demander de l'aide, parfois accepter qu'une époque soit terminée. Cette troisième question ne vous garantit pas une réponse parfaite. Elle vous demande simplement de ne pas sacrifier votre caractère à l'urgence du moment. Voilà pourquoi cette philosophie a traversé plus de 2 millénaires. Les technologies changent, les métiers changent, les structures familiales changent, les empires disparaissent. Mais l'être humain continue de connaître la peur, le rejet, la colère, la perte, le vieillissement, l'incertitude, le regret et le besoin de savoir comment rester debout lorsque la vie ne suit plus exactement le plan. La résilience stoïcienne ne consiste donc pas à devenir invulnérable. Vous ressentirez encore la peur, vous serez encore blessé, vous pourrez encore perdre votre calme, vous aurez parfois besoin des autres, vous ferez encore des erreurs. Mais vous pouvez apprendre à revenir à ce qui relève encore de votre choix, revenir aux faits, revenir à ce que vous jugez juste, revenir au prochain choix disponible. Encore, et encore, et encore. C'est peut-être cela, au fond, qu'est un esprit inébranlable. Pas un esprit que rien ne touche. Un esprit qui sait retrouver son centre après avoir été touché. Alors, lorsque la prochaine difficulté arrivera, souvenez-vous simplement de 3 questions. Qu'est-ce qui relève encore de mon choix maintenant? Qu'est-ce que mon esprit est en train d'ajouter? Quelle réponse me permettra encore de me respecter demain? Vous n'avez jamais eu le pouvoir de commander au vent. Vous ne maîtrisez pas entièrement la direction qu'il prendra, mais vous pouvez encore regarder la situation avec lucidité, ajuster ce qui peut l'être, et tenir le gouvernail de votre propre conduite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez simplement dans les commentaires « Je reviens à ce qui dépend de moi ». Et si vous souhaitez continuer à explorer une philosophie simple, profonde et applicable à la vie réelle, abonnez-vous. Parce qu'au bout du compte, la résilience ne consiste pas à empêcher la vie de nous déplacer. Elle consiste à apprendre, chaque fois que c'est possible, à retrouver notre direction.